Alors salut Samantha, on est début avril 2017 et je crois savoir que c'est une date importante pour ta vie d'auteur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Il y a 8 ans, très exactement, sortait mon premier roman, à l'époque intitulé La langue du silence, dont j'ai d'ailleurs la première édition ici présente. Donc oui, il est sorti en avril 2009, exactement. Ça fait 8 ans. Ce roman, qui s'appelait à l'origine Au-delà de l'horizon, qui est un diptyque qui a été donc réintitulé Oraison une fois qu'il a été réédité chez Brajlon en 2013, pour le coup, donc sous forme d'intégrale, donc avec un changement total, couverture beaucoup plus dans le symbole, pas figurative. On réunit en fait les deux tomes ensemble pour donner une seconde vie à ce roman-là. Est-ce que tu pourrais nous pitcher un peu Oraison pour ceux et celles qui ne l'auraient pas lu? Alors Oraison, c'est l'histoire d'un royaume qui s'appelle Eldarion, qui est une théocratie. En fait, ce royaume est dirigé par un homme qui s'appelle l'Astrakan, qui fusionne deux pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Il est considéré comme une sorte de dieu vivant, en quelque sorte. Dans ce monde-là, les gens sont persuadés que quand ils meurent, ils peuvent se réincarner sur une étoile qui leur a été attribuée à la naissance, donc qu'après la vie, une nouvelle vie commence, et pour accéder à cette vie éternelle, il faut faire une cérémonie d'oraison. Donc, d'où le titre. Ces cérémonies d'oraison ne sont pas gratuites, elles sont payantes. Et en fait, évidemment, toute la vie de la société s'organise autour de ça, du fait qu'il faut économiser pour pouvoir un jour avoir le droit à la vie éternelle. On suit en fait deux sœurs qui sont, on va dire, des filles de bonne famille, de la famille des Manérians, qui est une corporation, la corporation des marchands d'étoiles, donc cette corporation qui gère tous ces oraisonniers, ces personnes qui justement donnent des secondes vies aux personnes quand elles meurent. Et Eline et Nouni viennent de perdre leur plus jeune sœur, Miliane, qui a été retrouvée morte dans une ruelle. Personne ne sait si c'est un attentat politique, personne ne sait si c'est juste voilà, qu'elle s'est échappée, qu'il lui arrivait quelque chose de grave. Chacune à leur façon, elles vont essayer de faire la lumière en fait sur ce meurtre. Eline et Nouni sont très différentes. Nouni est l'aînée, elle est oraisonnière, elle a fait ce choix de vocation qui est un choix très sacrificiel. Elle vit donc au rythme des temples, des cérémonies d'oraison. Les deux sœurs vont réagir de manière complètement différente à cette mort. Nouni va plus être à la base dans l'acceptation, jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce trame a un certain nombre d'événements politiques et qu'elle va décider de prendre parti, puisqu'elle réalise au fur et à mesure que, on va dire que les cérémonies d'oraison qu'elle pratique ne sont peut-être pas aussi pures qu'elle n'y paraissait. Elle va remettre en question un certain nombre des convictions qu'elle pensait acquises. Eline, en revanche, elle va être assoiffée de vengeance. Elle va être focalisée en fait sur l'idée de retrouver qui est le meurtrier de sa sœur, ce qui va la conduire à complètement remettre en question un certain nombre de ses conditionnements et à s'engager dans une lutte qui va la dépasser. Et dans quel contexte alors tu as écrit Oraison? T'étais au lycée? Oraison, je l'ai écrit quand j'étais en terminale L. Donc j'étais à l'internat, j'étais interne à l'époque dans un petit lycée de campagne. Et sur mes heures d'études, j'avais mon ordinateur portable et j'écrivais. J'ai d'ailleurs mon journal intime de l'époque. C'était mon journal où je parlais de ma vie passionnante de lycéenne. Un journal qui m'a bien aidé d'ailleurs pour écrire Nos âmes jumelles, pour me remettre en fait un peu en quelque sorte dans cette ambiance voilà, du lycée, de ce qui fait partie des préoccupations de l'époque. Et alors attends, je cherche le passage. Donc voilà, mardi 7 février 2006, 19h47 en études, parce que j'étais quand même très précise, je viens de terminer le scénario de la partie 2 de mon roman Au-delà de l'horizon. Voici une excellente chose faite pour les vacances où je vais m'obliger à écrire comme une furie durant les vacances de Noël. Et en fait, déjà dans mon journal intime de l'époque, donc c'était un journal où voilà, je m'épanchais en tant qu'ado, mais je me faisais vraiment mes petits objectifs et je racontais j'en suis à tel chapitre, là j'ai eu du mal, etc. En fait, je pense que j'ai compris les vertus de l'organisation vers la fin du collège, le début du lycée. Ce qui a été un grand déclic. Et en effet, pour Au-delà de l'horizon, pour l'écriture du roman, je faisais vraiment mon plan. Il y a un autre carnet d'ailleurs, là, ce qui était pour l'écriture du tome 2, où je faisais mon plan, mais de manière extrêmement appliquée, avec voilà, les phrases de ce qui se passait, quel personnage, quel point de vue intervenait. Ça a toujours été très important pour moi de structurer ce que j'écris, puisqu'à partir du moment où j'ai organisé mes chapitres, où je sais ce qui se passe et à quel moment, même si après je peux avoir la liberté de changer des choses, je ne sais pas comment dire, c'est comme si d'un coup j'étais sur les rails et que j'avais plus qu'à avancer en quelque sorte. Et j'ai toujours travaillé comme ça finalement. Finalement, alors c'était quoi le déclic? C'était le titre, un des personnages? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cette histoire? Le déclic, ça a été un cours de philo, donc tout début d'année de la terminale, où donc notre professeur nous avait donné un texte à lire, je ne sais plus d'ailleurs
de quel philosophe, un texte assez ancien où il y avait le mot oraison. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai entendu ce mot, j'ai eu comme une sorte de choc poétique. Je me suis dit, mais oraison, c'est un mot magnifique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je suis allée chercher dans le dictionnaire que ça signifiait donc un rituel d'éloge funèbre. Et je ne sais pas, j'ai eu une sorte de déclic où je me suis dit, mais imaginons une société dans laquelle des personnes auraient pour métier justement d'accompagner les morts dans la parole, et ce ne serait peut-être pas qu'un discours, ça pourrait aussi être un rituel magique, et tac 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 tac, comme ça mon esprit a commencé à s'enclencher. J'ai imaginé le royaume d'Eldarion, les différentes corporations, les personnages, et j'ai une autre scène qui elle était visuelle qui m'est venue, qui est une scène de la fin du tome 2, donc la fin du livre. Et en fait, je peux reconnaître les personnes qui ont lu ce roman en dédicace, puisqu'elles me disent j'ai beaucoup pleuré. C'était à la fin, c'est la fin idéale, c'est la fin, c'est ce qui devait arriver. Je n'ai jamais aimé. Alors, c'est même pas les happy endings ou les bad endings, c'est juste de dire j'aime les fins nuancées, un peu comme dans la vie. Et ça, c'était déjà quelque chose que j'avais en tête, même quand j'avais 17 ans, de me dire j'ai envie de finir, je vais résoudre tout ce qu'il y a à résoudre. C'est pas du tout les portes sont toutes fermées, hein, il n'y a pas de choses qui restent en suspens à ce niveau-là. Mais en revanche, je vais être dans la nuance de gris. Je pense que tout le monde se pose la question d'avoir publié aussi jeune. Comment tu as fait? Quelle a été ta démarche en fait pour te faire publier? Je l'ai écrit pendant l'année de terminale et on m'avait dit qu'il fallait quand même commencer le tome 2. Donc j'avais commencé, mais j'étais très impatiente. Plutôt des bêta-lecteurs en fait, sur le forum de mi-saison que je fréquentais. Et je regardais tous les sites qui existaient sur l'écriture. J'essayais de voir comment il fallait faire pour être publié, de recueillir des avis, des conseils. Et en fait, très tôt, je me suis nourrie comme ça de toutes les informations qu'on peut collecter sur le web. Et je participais à des concours de nouvelles, des appels à texte énormément. J'avais gagné quelques concours de nouvelles et j'avais quelques nouvelles publiées dans des anthologies dans les genres de l'imaginaire. Et oui, donc j'avais vu dans les conseils pour être édité que quand on avait écrit plusieurs tomes, il valait mieux attendre en effet d'avoir tout terminé pour envoyer. Mais j'étais impatiente et en plus je me suis dit bon allez, je vais déjà avoir un premier avis sur ce premier tome et je vais l'envoyer. Donc j'ai envoyé à 6 éditeurs. Sur les 6, j'ai eu 2 silences radio, dont Brajlon qui maintenant m'a publié, enfin qui l'a réédité. Donc c'est un peu l'ironie du sort. C'est pour dire que parfois les grandes maisons soit ne lisent pas, soit n'ont pas le temps, etc. Et que bon bah voilà, ça fait partie un peu du processus. J'ai eu 2 lettres de refus. Je crois de Gallimard et je ne sais plus de quel éditeur. Et j'ai eu 2 acceptations, donc de 1000 saisons et d'une autre petite maison. D'abord, 1000 saisons, j'avais la chance d'être publiée dans une petite maison d'édition qui faisait du compte d'éditeur, qui me versait un avaloir, des bons pourcentages, et qui était, comment dire, c'était des nanas vraiment passionnées en fait. Enfin, Aurélia en particulier, enfin, des nanas. Après, au fur et à mesure, les étudiantes se sont un peu retirées du projet. Il ne restait plus qu'Aurélia et son compagnon Romain. Et tous les deux, ils faisaient vivre une maison d'édition. Ils ont publié une dizaine d'auteurs. Les couvertures étaient vraiment travaillées. Je trouve que 1000 saisons dans le paysage des petits éditeurs de l'imaginaire, on va dire dans les années entre 2005 et 2010, ça se sentait qu'ils étaient plus professionnels et très investis. Pour choisir entre les 2 réponses positives, c'était 2 petits éditeurs, je me suis plutôt tournée vers 1000 saisons parce qu'ils me semblaient beaucoup plus professionnels. Mais là où ça a joué à mon avantage, c'est qu'au début, Aurélia ne voulait pas publier mon tome 1 tant que je n'avais pas écrit mon tome 2. Comme j'ai reçu une autre réponse positive d'un éditeur, je lui ai dit ah bah écoute, eux ils sont d'accord pour me publier le 1 sans le 2, parce que j'étais un peu impatiente aussi. Elle m'a dit ok c'est bon, etc. J'étais déjà négociatrice, je ne le savais pas, tu vois, à 17 ans. Et il y a eu un petit temps parce que le temps de signer le contrat, ensuite le temps des corrections, etc. Alors les avantages et les inconvénients d'une petite maison, c'est qu'en général ce sont des gens qui ont du temps pour lire, des personnes très investies. Et 1000 saisons était très professionnelle, donc j'ai évidemment compte d'éditeur, donc je le redis, vous ne payez rien. Le compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui vous rémunère par un avaloir et des pourcentages pour être publié, donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'était un petit avaloir à l'époque, mais c'était tout à fait logique et cohérent au regard de la petite structure qui était derrière. Et pendant 2-3 ans, j'ai fait des salons, franchement, pendant 6 mois, presque tous les week-ends ou toutes les 2 semaines, on était sur les routes, on portait des cartons, on essayait de faire connaître les romans. Donc La Langue du Silence, il s'en est écoulé plus de 2000 exemplaires, rien qu'à travers les salons, parce que par contre, 1000 saisons était une petite structure qui n'avait pas de diffuseur, donc qui ne pouvait pas être présent en librairie, autrement que d'aller faire du porte-à-porte et de dire excusez-moi, est-ce que vous voulez bien en prendre en stock. C'était certes une petite maison qui n'avait pas de diffusion en librairie, mais les gens qui étaient en interne étaient tellement motivés, Aurélia et Romain, que finalement j'ai vendu plus de La Langue du Silence chez 1000 saisons que je n'ai vendu d'Oraison chez Brajlon. Il y avait seulement que 10 titres au catalogue de 1000 saisons,
Donc chaque titre, même s'ils étaient sortis depuis 3 ans, ils les défendaient bec et ongle. Alors que quand vous êtes noyé dans le catalogue d'un très grand éditeur, même si vous avez une excellente diffusion, finalement, les tirages ne sont pas forcément aussi délirants qu'on pourrait le penser au premier abord quand on voit un grand nom. Et puis voilà, vous êtes perdu dans la masse des 30 autres bouquins de la maison qui sortent ce mois-ci. Donc finalement, c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a des bons et des mauvais côtés pour tout et que la petite maison d'édition, je trouve personnellement que ça peut être un beau tremplin. Et le gros déclencheur ensuite, ça a été que Oraison a eu le prix Imaginal des lycéens en 2011. Et alors ça, on n'en revenait pas avec 1000 saisons. Je me souviens dans la sélection, il y avait Cyr Cédric, Mathieu Gabré, enfin que des auteurs que j'admirais énormément. Je comprenais déjà même pas comment La langue du silence, que c'était le 1, avait pu se retrouver dans la sélection. Et il a gagné puisque c'est les lycéens qui ont voté pour lui. Et ça a été un moment merveilleux. Les lycéens avaient d'ailleurs réalisé un livre d'or mais magnifique. Enfin, c'est vraiment le livre d'or que je regarde dès que j'ai un petit coup de déprime parce que c'est le livre d'or de mon premier roman par des lecteurs et de savoir qu'en fait j'étais lycéenne quand j'ai écrit ce livre et que ça avait touché des lycéens. Je me suis dit finalement, ça veut dire qu'il devait y avoir une petite chaîne de résonance quelque part dans les préoccupations, etc. Même si Oraison est un roman de fantaisie, d'aventure avec une part épique, avec une part psychologique, une part aussi de thriller, une part un peu politique, parce que c'est vrai que quand même il y a des histoires de complots, etc. Et j'ai été extrêmement touchée par l'accueil qu'ont réservé les lycéens aux Imaginales à Oraison. Et ça a été une première étape très importante, puisque ça a attiré l'attention de plus grands éditeurs pour la suite. Et t'as attendu combien de temps à peu près pour avoir une réponse? Entre le moment où j'ai envoyé mon manuscrit et les premières réponses, il s'est quand même écoulé 8 mois. Mais c'est le délai classique. Donc j'ai envoyé, à l'époque, pour le coup, j'ai envoyé des manuscrits papier pour les maisons d'édition qui, elles, acceptaient ce type d'envoi. D'ailleurs, vous pouvez vous référer à la vidéo sur comment envoyer son manuscrit si vous avez des doutes. Exactement. Quand j'avais eu ma réponse positive, j'étais vraiment super contente. En plus, j'en avais 2, donc j'avais pu quand même avoir le luxe du choix. 2 petites structures, mais voilà, je suis très contente avec le recul de ce parcours parce que cette époque 1000 saisons pour ce premier roman, ça a vraiment été très professionnalisant en fait. Aurélia et Romain étaient bénévoles en effet, qui se rémunéraient pas, qui faisaient ça en plus de leur boulot et c'est pour ça qu'ils ont arrêté en 2012 parce que ça faisait trop. Soit il fallait vraiment qu'ils se professionnalisent et qu'ils fassent au moins 30 titres par an, ce qu'ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'allaient pas pouvoir les traiter aussi bien qu'ils ne le faisaient déjà. Soit voilà, on arrête comme ils ont fait. Et c'était très dur à l'époque où ils ont arrêté parce que j'avais plus aucun éditeur. Et voilà, c'est pour ça qu'après il a retrouvé sa place chez Brajlon pour une réédition. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les personnes qui ont illustré la couverture de tes ouvrages, notamment La langue du silence? Alors pour La langue du silence, c'est Mia, avec qui je fais le manga Alchimia, donc qui est une amie de longue date. Et donc c'est elle, je voulais absolument que ce soit elle, qui a fait un magnifique travail avec Nouni, avec Lorion. Donc elle avait vraiment lu le roman, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas dans l'édition pour les couvertures de livres. Et pour le coup, voilà, j'ai adoré que ce soit elle qui ait fait la couverture donc, du premier, mais elle a aussi fait la couverture du tome 2 où on voit Eline, donc les 2 sœurs, voilà, Eline et Nouni, chacune dans leur environnement, l'une du coup dans le royaume d'Eldarion pour Nouni et dans le royaume de Tyrane pour Eline, donc dans un cadre plus sombre. Et est-ce que du coup c'est toujours Mia qui a illustré Oraison l'intégrale? Alors c'est Fred Ogis qui travaille aussi beaucoup pour le jeu vidéo que je ne connais absolument pas personnellement, mais qui fait de très belles illustrations et je sais que Brajlon avait l'occasion de travailler avec lui. Et c'est lui qui a fait ça, donc je lui ai donné vraiment un descriptif très détaillé du pendentif, comment il fonctionnait. Et au début sur la couverture, qu'est-ce qu'il m'avait mis en toile de fond? Ouais, c'était des personnes encapuchonnées. Et je comprenais l'idée pour le côté un peu mystérieux, etc. Mais vu que ça ne correspondait pas au roman, je leur ai demandé de changer. Ils ont incrusté du coup un royaume d'Eldarion en fond. Quand on ouvre les premières pages du roman, on tombe sur une très jolie carte, un peu à la Tolkien, pour se représenter le monde, parce que c'est finalement un continent. Qui est-ce qui l'a dessinée cette carte? Est-ce que c'est toi? C'est Kat, qui est du coup une amie qui est graphiste, qui s'est occupée, qui s'est chargée, elle, de faire la carte et qui l'a fait magnifiquement d'ailleurs. C'est une carte qui existe dans la première édition donc chez 1000 saisons et qu'on a repris ensuite chez Brajlon. Mais c'est toi qui l'avais créé au départ. Tu avais quand même besoin de te représenter ce monde-là? Alors au début oui, je l'ai dessinée dans des carnets, puis j'ai essayé de la dessiner avec, c'était pas Photoshop parce que j'avais pas la licence, mais je sais pas, ça devait être Paint, enfin j'en sais rien. Mais j'ai essayé de faire quelque chose du coup et c'était très très moche. Mais au moins ça m'indiquait pendant l'écriture où étaient situés les différents continents,
comment le monde se développait, s'il y avait des zones inconnues, etc. Et géographiquement, ça aide énormément dans un roman de fantasy pour pouvoir s'y retrouver. J'ai adoré déjà commencer à voir où étaient situées les villes, quelles étaient leurs caractéristiques. Je trouve que dessiner la carte, même quand on est un mauvais dessinateur, peu importe, c'est déjà une façon de poser le monde et de s'interroger dessus. Et pour la petite anecdote marrante, on avait fait une jaquette parce que c'était une toute petite maison d'édition, mais qui avait quand même bien les moyens, à compte d'éditeur, je précise, attention. Au niveau du graphisme et du rendu de la fable, ça n'avait pas rendu ce qu'on voulait. Le marron de la langue du silence ne se voyait pas du tout. Et du coup, on avait fait une jaquette pour faire ressortir en rouge, et pour une seconde raison secrète, que je vais révéler aujourd'hui, qui était que, je crois que c'était à Trolls et Légendes, donc mon tout premier salon. Le soir, on était à l'hôtel avec mon éditrice Aurélia. Et puis on relit la 4e de couverture, qu'on avait dû relire au moins 25 fois, bien sûr, avant de la faire valider. Mais il y avait une faute d'orthographe dans la 4e de couve imprimée. Et si. Et du coup, des intrigues qui les dépassent. Il manquait NT à la fin de dépasse. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Et donc, je crois qu'on a pleuré dans la chambre d'hôtel de Trolls et Légendes, se rendant compte que nous avions imprimé à 1000 exemplaires, enfin qu'elle avait imprimé à 1000 exemplaires, et qu'il restait la faute. Et elle se sentait très coupable parce que, pour le coup, c'était vraiment sa responsabilité d'éditrice d'avoir fait la 4e de couve. Mais moi, en tant qu'auteur, me dire qu'il y avait une faute sur ma 4e de couve. Pour information, personne ne l'a jamais vue en 3 ans de salon. Pour dédramatiser, enfin bon. Mais voilà, du coup, ne pouvant pas vivre avec ça, on avait fait une jaquette pour rectifier ça. Alors, comme ça fait 10 ans que tu as écrit ce livre, qu'est-ce que tu pourrais dire, si tu pouvais, qu'est-ce que tu pourrais dire à la Samantha d'il y a 10 ans, qui est sur le point de finir son roman, ou qui est sur le point de se faire publier? Qu'est-ce que tu pourrais te dire à ta toi d'il y a 10 ans? Je lui dirais, parce que je sais comment elle était, vu qu'en plus, comme il y a le journal, il y a cette espèce de... ce rêve permanent. J'ai envie de devenir écrivain, j'ai envie d'écrire, c'est ce que je veux faire, c'est ce qui m'anime. Et des moments où je disais, j'y arriverai jamais, je sais pas pourquoi, je me lance là-dedans, j'arriverai pas à finir ce livre. Et finalement, la seule chose que j'ai envie de lui dire, c'est... écoute, en fait, 10 ans plus tard, parce que 10 ans après l'écriture, je lui dirais, maintenant tu as 28 ans, ne t'inquiète pas. Je sais que c'est une période difficile, mais tu as réussi en fait. Tu vis de ta plume maintenant depuis 5 ans. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça a été très dur. L'édition et l'écriture sont 2 choses très différentes. Toujours s'en souvenir. Écrire et publier, c'est pas pareil. Écrire, c'est le domaine de son art, c'est le domaine de l'intime. C'est là où on va puiser quelque chose. C'est la flamme. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai en moi, et je sais que j'écrirai toute ma vie. J'ai aucun doute là-dessus. C'est l'amour de ma vie, l'écriture. C'est comme ça, c'est tout. C'est mon mariage permanent. C'est un mariage où il n'y aura pas de divorce. Alors que l'édition, publiée, là, on rentre dans le côté beaucoup plus... C'est pas que commercial, mais oui, le livre devient un objet commercial. C'est la professionnalisation, c'est l'édition, c'est très différent. Et que finalement, le cœur de tout ça, c'est l'écriture. Et que la publication doit toujours être au service de ça. Et que l'édition doit être au service de l'écriture. C'est ce que je lui dirais. Mais elle s'en souvient parce qu'apparemment elle s'est pas trop mal débrouillée. Il paraît que l'être humain de toute façon a une capacité à se dire qu'il ne changerait rien, parce que voilà, il faut bien accepter ce qui est. Si je pouvais lui donner un conseil, ce serait de prendre confiance en elle, parce qu'elle a croisé parfois sur sa route des gens d'une extrême bienveillance à qui elle doit énormément, et des personnes qui, elles, ont renoncé parfois à leurs rêves et qui ont voulu lui faire payer. Et ça, par contre, ne jamais laisser ce genre de personnes l'approcher. C'est très important. Et qu'elle se sente bien dans ce qu'elle fait et qu'elle s'accroche à ça. Et que de toute façon, quand les choses sont faites avec sincérité, je pense que ça se sent. Et donc oui, ce que je peux lui donner comme conseil, c'est d'apprendre à se protéger plus. C'est le problème des gens trop gentils. Moi, j'ai toujours été hypersensible, et ça a été... et je l'assume et je le porte complètement en moi. Et il m'a fallu 10 ans de ma vie pour apprendre qu'on peut être hypersensible, mais aussi parfois savoir se défendre, faire preuve d'agressivité quand il le faut, et ne pas laisser des personnes empiéter son territoire. Non, mais c'est très très important, ça paraît très bateau, mais c'est un vrai changement de paradigme mental quand on arrive à faire ça et se dire, mais non, en fait, on doit se protéger, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir aller au-delà de la limite, et être très, ne jamais perdre de vue qui on est et ce qu'on veut. Et ça, c'est important.
Parce que moi, il y a eu des moments aussi dans mon parcours où on m'a proposé d'écrire d'autres choses. On m'a dit ah, ça marche bien, de la romance, ci, ça. Et j'ai refusé parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire en fait. Mais il faut avoir cette espèce de force intérieure de se dire à ce moment-là, non, je vais pas me trahir moi-même. Ne pas se trahir. C'est très important. Merci beaucoup, Samantha. Merci. On te retrouve bientôt Jadou. sur ta chaîne. Bah oui. Qu'est-ce que tu vas sortir comme prochaine vidéo? Je sais pas parce qu'on les a pas encore tournés. Ah mince. Ah bon? Bon, bah allez, on va se mettre au travail. On va se mettre au travail. Je crois qu'il y a du monde. Regarde.